D'accord. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet d'infertilité et la fécondation in vitro. J'admets qu'il y a beaucoup de vocabulaire que j'ai cherché en ligne parce que ça ne faisait pas de partie de ma vocabulaire auparavant. Et il se peut que je me suis trompé de vocabulaire. Souvent, il y a un vocabulaire très précis à cet égard. Avant de vous partager la feuille que j'ai préparée, je vous demande, c'est quoi votre perception, c'est quoi votre avis à propos de la fécondation in vitro? Est-ce que vous avez pensé à ceci? Est-ce que vous l'avez étudié auparavant? Je l'ai étudié. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez à propos de la fécondation in vitro? Je pense que pour des couples stériles, c'est peut-être une bonne chose. D'accord. Bon. Alors, c'est une façon qu'on puisse promouvoir et procréer et promouvoir la vie. D'accord. Je vais vous partager les feuilles. Je vais passer les feuilles. Bien sûr que nous avons un sujet tel que la fécondation in vitro. On dit in vitro. In vitro? In vitro. Merci. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de commandement. Il n'y a pas un 11e commandement qui dit « Voici ce que vous devez faire ou ne pas faire à cet égard ». À travers ou à partir des commandements que nous avons, quels commandements peuvent être liés aux questions de la fécondation in vitro? Je pose la question. Le premier commandement? Non? Je dirais que oui. Oui. Parce qu'en effet, on peut vouloir avoir un enfant jusqu'au point que ce désir devient une idole. Oui. Deuxième commandement? Probablement pas. Troisième commandement? Non. Quatrième commandement? Alors là, ça devient compliqué. Père et mère. Père et mère, oui. Alors, il y a un lien. Il y a un lien, oui. Oui. Il y a un lien ou il n'y a pas de lien? Je dirais qu'il y a un petit lien. Cinquième commandement? Non. Tu ne tueras pas. Ah, mais l'explication de Luther dit on veut promouvoir la vie. Alors, c'est pas juste qu'on ne va pas tuer, mais on veut aider nos prochains à soutenir la vie. Alors, est-ce que le cinquième commandement joue un rôle? Je dirais que oui. Le sixième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Oui, parce que quand c'est une fécondation, ça ne vient pas du couple. Ah, alors ça joue un rôle aussi. Alors, le sixième commandement joue un rôle dedans. Septième commandement? Question de vol? Je pense, d'habitude pas. Je pense pas à des idées. Le huitième commandement? Je suis en train d'essayer de dire. Non, pas vraiment. Neuvième commandement? Non. Non. Dixième commandement? Alors là, après, tu ne prendras pas le truc de ni ta femme. Oui. Ben, la convoitise, qu'on n'est pas satisfait de la situation de la vie, est-ce que ça joue un rôle? Ben ouais. Oui, Ben oui. je dirais que oui. Alors, déjà, vous avez quoi? 4 commandements ou 5 commandements qui jouent un rôle? C'est plus ou moins une confrontation entre ce qui se fait et ce qui se
ce qui est dans les commandements, quoi. Oui, oui, c'est ça. Alors, il faut étudier d'une façon qui reconnaît qu'il y a des lois qui existent déjà, qui parlent du sujet, et qu'il y a d'autres mandats biblicaux de la Bible qui disent voici ce qu'on peut comprendre à partir du sujet. Pour moi, j'ai commencé à la Genèse, chapitre 1, verset 28, à la première partie. Si quelqu'un veut faire la lecture de cela, c'est déjà imprimé. Ah, d'accord. Tu laisses tomber? C'est déjà en haut du papier. C'est sur le papier. Ah, C'est sur le papier. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Oui. Alors, quand Dieu a créé l'homme et la femme, voici la parole qu'il a ordonnée, qu'ils soient fécondes et qu'ils multiplient et remplissez la terre. Pour moi, je pense qu'il y a une idée ici que nous devons aborder à nos jours, parce que de plus en plus, les gens disent que les êtres humains causent de la difficulté pour la terre et qu'il faut réduire le nombre d'enfants et qu'il y a en fait des pays où ils obligent des femmes de n'avoir qu'un seul enfant. Oui. Alors, il y a des questions de ça. On peut aussi parler... je pose des questions par rapport à l'infertilité. Pouvez-vous me donner des exemples bibliques de femmes qui ne pouvaient pas accoucher pendant la majorité de leur vie? Ben, Sarah. Sarah, bien sûr. Rachel, Rachel, oui. puis Anne, la mère de Samuel. Oui. Et moi, je pensais aussi à une autre femme. La mère de Saint Jean-Baptiste. Ah oui. Le nom. Oui. Oui. Alors, voilà des exemples que nous avons. Et nous reconnaissons qu'il peut y avoir des difficultés d'avoir des enfants. D'après ce que j'ai lu, à peu près une femme sur 7 a des difficultés, ou un couple sur 7 a des difficultés à avoir des enfants. Commençons avec la lecture du texte. Veux-tu commencer? Il faut reconnaître qu'il y a des situations où nous sommes impuissants. L'infertilité est une réalité et peut être un fardeau pour les couples qui veulent avoir des enfants. Pour eux, il faut tenir compte du 10e commandement contre la convoitise. Nous n'osons pas permettre la possibilité d'avoir des enfants devenir une idole. Nous n'avons pas le droit d'avoir des enfants. Oui. Alors, tout simplement, nous n'avons pas le droit d'avoir des enfants. Comment devons-nous reconnaître les enfants? Un don de Dieu. Comme étant un don de Dieu. Je dis ça bientôt. Est-ce que vous avez des réponses ou est-ce qu'il y a des réponses à ça? Mais ça pose tout de suite le problème. Une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, doit-elle avoir recours à la fécondation in vitro ou Oui. pas? Oui. En sachant que si tu as des enfants, c'est Dieu qui te les a offerts. Mm-hmm. On a aussi la question, est-ce qu'on a le droit d'éviter d'avoir des enfants? Parce que je connais aussi des femmes qui ont eu des grandes difficultés et à cause de ça, pour se sauver la vie, ils ont pris des étapes pour ne pas avoir plus d'enfants aussi. Alors, c'est une question qui est très difficile quand la Bible nous donne une réponse nette pour dire voilà ce que vous devez faire, c'est à nous de naviguer ce que le texte nous dit pour essayer de trouver une réponse pour répondre.
Oui. Alors, est-ce que tu veux continuer? Pourquoi vivons-nous cette réalité? Un aspect est le fait que les couples se marient plus tard et qu'ils ont de moins en moins d'enfants quand ils sont les plus fertiles. Comment répondre? Que pouvons-nous faire de bonne conscience? Alors, voilà le problème, ou un des problèmes. Les couples ne se marient pas dans leur jeunesse. Souvent, ils veulent étudier, ils veulent être établis dans leur boulot, dans leur travail. Et à cause de ça, quand il y a plus de probabilité d'avoir un enfant, ils n'en ont pas. Alors, effectivement, ça pose une difficulté plus tard dans la vie. Oui. Alors, je pose la question. Que pouvons-nous faire de bonne conscience? Pouvons-nous agir pour encourager que l'on devienne enceinte? Enceinte? Oui. Ben, je dis que oui, bien sûr. Si je voulais avoir un autre poste, est-ce que je peux faire des demandes auprès des autres employeurs pour avoir un autre poste? Je peux faire ça de bonne conscience? Oui. Si je veux avoir des enfants, est-ce que je peux avoir des relations maritales? Oui. 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 Alors, il y a des choses que nous pouvons faire pour encourager la possibilité qu'un couple devienne enceint. Alors, moi je dirais qu'un bon point de départ, c'est que nous prions le Seigneur comme l'a fait des femmes qui étaient infertiles dans l'Ancien Testament, qui priaient pour avoir des enfants. Pour moi, ça me semble la chose la plus logique. Si on veut avoir un enfant, que devons-nous faire? Prier que le Seigneur exauce nos prières. Et parfois la réponse est oui. Et parfois la réponse est non. Et voilà ce que j'ai dit. J'indique, les enfants ne sont pas des possessions, mais des dons de Dieu. J'ai fait une citation de Psaume 127, verset 3, mais je pense que nous devons lire le Psaume 127. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des amis à la porte de la ville. Alors voilà, il y a des idées qui nous poussent à reconnaître que les enfants sont des dons de Dieu et nous devons être reconnaissants pour ces dons. Et ça, c'est un point important parce qu'il y a des personnes qui ont des enfants qui n'en voulaient pas. Et que, des fois, quand il t'énerve, tu te dis, comment ça peut être un don de Dieu? C'est pas possible, ça. Oui. J'ai écouté une émission d'une femme qui n'a pas eu d'enfant, mais qui en a voulu. Et elle a dit, je reconnais que pour moi, c'est un fardeau que je n'ai pas eu d'enfant, mais je reconnais que si j'aurais eu des enfants, les enfants auraient devenu le fardeau. Le fardeau aussi. Oui. Tout à fait, hein. Oui. Alors,
Ensuite, je dis, on peut utiliser certaines interventions médicales possibles, telles que l'augmentation des hormones, un change de régime diétique, etc. Si vous allez chez le médecin, il peut vous guider pour encourager la fécondité. Il faut que je dise aussi, il y a la possibilité d'adoption pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Parce que parfois, peu importe les interventions médicales, il y a des situations où les personnes ne peuvent pas avoir d'enfants eux-mêmes dans le couple. On connaît des couples qui n'ont pas eu d'enfants pendant des années. Oui, Ils ont adopté. oui. Et après, la femme est devenue enceinte. Oui. Cela est arrivé plusieurs fois. J'ai entendu des exemples de ça aussi. Mais j'ai dit, il y a des enfants qui ont besoin de parents. Et j'ai dit, pour d'autres personnes, elles trouvent des vocations où elles peuvent travailler avec des enfants. Alors, il y a des enseignantes ou des enseignants qui travaillent avec des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants eux-mêmes, etc. Alors, maintenant, nous avons la question devant nous, la fécondation in vitro. Esther, veux-tu commencer la lecture sur la page fécondation in vitro? Allez, fécondation in vitro. Quand les premières interventions médicales ne réussissent pas et ne produisent pas une grossesse, les médecins peuvent proposer le FIV. Les statistiques indiquent que les femmes âgées de moins de 35 ans qui essayent la fécondation in vitro, pour elles, la probabilité de succès est de 40%. Pour les femmes âgées de plus de 42 ans, la possibilité de succès tombe à 4%. Ouais. Alors, vous pouvez noter et vous pouvez regarder tous les 2 ans la chute de possibilités de grossesse par rapport à l'âge. Ouais. Alors, quand vous arrivez à 4% de possibilités, Pas grand-chose, hein. c'est pas une grande possibilité. Ensuite, strictement parlant, la fécondation in vitro est une rupture de l'union d'une seule chair. Parce que la grossesse n'est pas la suite des relations maritales. Les spermes sont éjaculés par la masturbation ou par une chirurgie. Les femmes sont données un surplus d'hormones pour que les ovaires libèrent un surplus d'œufs qui sont récoltés, fécondés dans le laboratoire et qui sont implantés dans l'utérus au moment propice. Alors voilà la biologie plus ou moins. J'espère que je ne me suis trompé de vocabulaire, j'ai fait beaucoup de recherches. Mais la question c'est, est-ce qu'un couple a le droit d'utiliser ces technologies? Moi, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire que c'est strictement interdit. Parce que nous pouvons reconnaître que la technologie est aussi un don de Dieu. Mais je pense que c'est important de faire penser les gens à ce qu'ils font. Parce que c'est vraiment une rupture de l'union d'une seule chair. Et ce qui est censé être une expression d'amour entre l'homme et la femme devient autre chose. Devient un acte chirurgical. Oui. Alors, il faut garder ça en tête. Et moi, je ne veux pas mettre un fardeau sur les consciences des personnes, mais je veux que les personnes aient les informations et réfléchissent. Oui, mais Dieu, il a quand même permis qu'on avance dans la science, et peut-être qu'il a aussi permis ça. Oui. La technique in vitro. Oui, et je pense que je l'ai déjà dit. Oui, je reconnais qu'il y a
la réalité que ceci peut être un don de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle j'ai pas dit on n'a pas le droit d'avoir le FIV. C'est plutôt, il faut faire penser à des gens par rapport à ce qu'ils font. Oui, mais je suis d'accord, c'est pas interdit dans la Bible. Alors, on veut poser des questions. Alors, prenons pour acquis qu'on a la possibilité d'avoir le FIV. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je pose la question. Si on accepte d'essayer le FIV, alors voilà l'exemple. Une personne dit, oui, nous allons essayer d'avoir un enfant par le FIV. Il y a des pratiques qui posent des inquiétudes éthiques. Et je pense que souvent les gens ne savent pas comment les laboratoires, comment fonctionne le processus. Ils ne pensent pas à l'aspect éthique de ce qu'ils font. Et voilà la raison pour laquelle je veux souligner et vous faire penser à ceci. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe quand les laboratoires fécondent les œufs avec le sperme? Avez-vous jamais pensé à ça? On n'était pas confronté à ça. Non? C'est ça le problème. Ouais. Je crois qu'ils mettent un sperme avec une éprouvette dans l'ouvert, dans Ouais. la bulle. Oui. Alors, pour nous, biologiquement, c'est le moment de la conception. Parce que aussitôt que le sperme est lié et entre dans l'œuf, vous avez une nouvelle vie qui a son propre ADN, différent de son père et de sa mère. Alors, moi, j'identifie cet étage comme étant un zygote, on peut dire même un embryon, mais c'est vraiment le tout début de la création. C'était pas Dieu qui choisit des embryons. Non, Qui les crée, c'est l'homme qui choisit au hasard. mais ça, c'est une autre question. Ah oui, dans le Oui, laboratoire. parce que pour répondre à ça, souvent, ils vont... voici ce qu'ils font. D'habitude, ils vont avoir un tas d'œufs, ils vont les féconder tous, et vous avez plusieurs. Et vous prenez certains, et vous implantez des œufs dans le ventre de la mère, ou de la femme qui veut devenir enceinte. Et qu'est-ce que vous faites avec les restes? Les autres, avec les autres, c'est Oui. ce qui reste, quoi. Oui. J'apprécie ce qu'ils ont fait en Finlande. Maintenant, ils n'ont le droit que de féconder le nombre d'œufs qu'ils veulent implanter dans le ventre de la femme. Comme ça, vous ne pouvez pas avoir des situations où vous avez des œufs qui sont dans un état cryogénique pendant des années et des années. Et moi, je ne sais pas ce que sont les règlements ici en France, mais je pense que Finlande a pris un bon état sur le bon piste, en disant on limite le nombre d'œufs qu'on peut fertiliser. Oui, il y a un autre problème. Oui. C'est que s'ils utilisent le sperme de n'importe qui, ce n'est plus leur enfant. Oui, et j'aborde ce sujet bientôt. Ah, D'accord? du moment que c'est le mari et la femme, pour moi, ça ne pose pas de Moi, problème. je crois qu'à un moment donné, tu dérègles tout le système.
Parce qu'avec ces histoires, c'est un peu les apprentis sourds aussi. Oui. À un moment donné, ils ne savent pas de qui ils ont mis les mélanges, etc. Mhm. Mais tu peux à un moment donné avoir ton frangin qui a donné le sperme. Mhm. Et donc, tu vas avoir l'enfant de ton frère. Oui. Ben, je vais aborder des questions comme ça. Hein? Oui. Oui. Alors, j'ai dit, à ce stade de développement, d'habitude, on garde les zygotes jusqu'au point qu'ils sont à peu près 8 cellules avant l'implantation. Ouais. Alors, à ce stade de développement, la possibilité de survie de ces enfants est très basse. On dirait qu'entre 70 et 80% ne vont pas avoir une survie. Alors, je pose la question de façon éthique. Est-ce juste qu'on crée la vie, sachant que la majorité des enfants ne vont pas survivre? Ouais. Et est-ce que ceux qui ont survécu et qu'on n'utilise pas, on les tue? Ben, ça, et alors tu arrives nous voir un autre problème? Et je vais aborder... ça, c'est... oui, je reconnais qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver à cause de la technologie. Je dirais pour les couples qui sont mariés, ou ils veulent avoir un enfant, ou ils veulent avoir une responsabilité envers l'enfant, la technologie est une possibilité. Mais il y a toujours des abus et des situations qui posent des problèmes. Alors, veux-tu continuer avec le paragraphe qui commence souvent? Souvent, le laboratoire prend le surplus de zygotes et les gèle pour des essais d'implantation dans l'avenir. Quant à l'implantation, le médecin insère plusieurs zygotes dans le ventre de la mère. Le taux de succès d'implantation est de 29%. Si tous les zygotes réussissent à implanter, il y a la possibilité de jumelles, triplés ou encore plus d'enfants. Si le médecin est d'avis qu'il y a trop d'enfants, il suggère une réduction sélective du nombre d'enfants, autrement connu comme un avortement. Ouais. Il y a eu un cas... Oui, oui, oui. Et je suis complètement d'accord. On ne doit pas tuer et on tue. Oui, ben c'est ça. Et voilà la difficulté où, comme j'ai dit, Fanon a pris en bonne étape en disant on ne va pas féconder que le nombre d'eux que on veut avoir comme enfant. Et il y a eu un cas en Californie où il y a eu une femme qui n'avait pas de mari, pas d'époux, et elle voulait avoir un enfant. Elle était jeune, elle a suivi les processus pour avoir un enfant. Il y a eu un don de sperme et elle a accouché 8 enfants. Et elle s'attendait à ce que l'État prenne soin d'elle. Parce qu'il y a des avantages pour les femmes qui n'ont pas de mari. Alors voilà jusqu'à quel point il y a des abus. Ça devient mercantile. C'est une histoire. Oui, oui, c'est ça. On ne sait pas si c'est Ouais. l'intérêt de l'enfant. Ouais. Il y a aussi d'autres problèmes. Alors je dis, le deuxième problème qui existe, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec les zygotes qui ne sont pas implantés. Alors, dans les pays où on peut avoir implanté, on peut avoir une fécondation de plusieurs œufs en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Ben, il y a des cas d'adoption des zygotes. Je sais qu'aux États-Unis, il y a au moins une 50aine d'enfants qui ont été adoptés comme zygotes.
mais la majorité sont enfin détruites. Et voici un autre problème que je prévois et qui existe. Certains disent que nous devons utiliser ces zygotes pour la recherche médicale. Alors, ils veulent faire des recherches et disent nous avons besoin d'exemplaires qui peuvent nous permettre à faire ça. Si nous regardons l'histoire de l'humanité, est-ce une injustice qu'on se sert des plus faibles de notre société pour la recherche scientifique? Oui. Pour moi, c'est une grosse injustice qu'on fait ça. Oui. Ensuite, il y a d'autres questions éthiques vis-à-vis les situations de fécondation in vitro, hors le contexte d'un couple marié. Alors, pour moi, la question qui n'a pas encore été abordée, c'est la question du bien-être des enfants. Parce que si nous considérons les commandements, la sommation de la deuxième table de la loi, c'est qu'on doit s'occuper de son prochain. Alors, il faut penser pas seulement à des personnes qui veulent avoir des enfants, mais aussi du bien-être des enfants qui peuvent être nés. Alors, la première question. Ces enfants ont-ils le droit de connaître leurs parents? Si vous avez le don de gamètes, souvent la réponse est non. Et s'il y a des aspects biologiques, génétiques, la personne n'a pas accès à ces informations. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas avoir toutes les informations à propos de notre génétique. Oui, je peux te dire, mon grand-père est mort à peu près 80, quelque chose. Mon père est mort à tel âge. Du côté de ma mère, mon grand-père est mort, je pense qu'il avait 56 ans d'un cancer. Oui, moi j'ai des informations à propos de la génétique. Mais pour ces gens qui sont créés avec les dons des gamètes, ils n'ont pas accès à ces informations. Aussi, pour nous comme société, il faut demander, est-ce qu'il y a une situation idéale pour ces enfants pour qu'ils puissent grandir? Le fait qu'une personne veut avoir un enfant, est-ce que ça veut dire que c'est automatiquement la meilleure situation pour cet enfant? Non, pas forcément. Pas forcément. Et je pense que ça, c'est une question importante. Pour moi, je dis que nous devons valoriser le couple d'un homme et d'une femme qui peuvent offrir un père et une mère pour ses enfants. Et nous reconnaissons qu'il y a d'autres situations dans la société où les couples qui existent ne font pas la structure d'un père et d'une mère. Je donne des exemples, des abus. Je connais des exemples surtout que j'ai entendus dans les nouvelles à travers des années. La majorité, je ne peux pas citer les noms, mais j'imagine que je pourrais faire des recherches pour identifier ces telles personnes. Je me souviens des histoires, mais pas toujours les noms. Alors, voilà les exemples que je vous présente. Tout récemment, au Texas, il y a eu une situation de divorce. La mère n'avait aucun lien biologique avec son enfant. Ils ont utilisé les gamètes d'un œuf et le sperme du père. Et oui, la femme a accouché l'enfant, mais biologiquement, il n'y a pas eu de lien.
elle pensait que son fils était transgenre. Et elle voulait commencer à lui donner des hormones pour que la biologie ne permette pas son développement normal. Voilà une situation très difficile. Parce que le couple était divorcé, c'était dans les cours que ce sujet a été décidé. Et d'après ce que j'ai compris, à cause de la publicité, il y a eu beaucoup de pression. Et la jurée a voulu donner le droit d'être parent à la mère. Et le juge a renversé et a dit il faut que les deux parents soient d'accord pour le bien-être de l'enfant. Et il faut noter que le père biologique, son vrai père, s'opposait à la transition. Alors voilà une vraie situation où il y a un problème qui a été causé parce qu'il y a une rupture d'une seule chair. Je donne aussi un autre exemple. Il y a la situation de Sherri Shepherd. Elle était l'hôte sur une émission télévisée aux États-Unis. Et elle et son mari ont embauché une mère porteuse pour accoucher un enfant. Elle a payé pour la création d'un enfant qu'elle voulait avoir. Et après que la femme était enceinte, Shepherd se divorçait de son enfant, de son époux avant la naissance. Et elle a dit étant donné qu'elle n'avait pas de lien biologique à cet enfant, elle n'avait aucune responsabilité pour le bien-être de cet enfant. Alors, voilà un autre exemple de difficulté qui peut arriver. J'ai entendu une autre situation où les parents ont tous les deux renoncé à leur enfant qui avait des difficultés médicales et voulaient terminer la grossesse. Ils ont embauché quelqu'un en Inde, je pense, pour accoucher l'enfant. Et les médecins ont découvert qu'il y a une déformité chez l'enfant et les parents voulaient tuer l'enfant par un avortement et la dame a dit non. La question devient donc, qui est responsable pour cet enfant? Ouais. Alors, dans cette situation, on peut dire que l'intérêt de l'enfant oui. n'est pas considéré. C'est ce qui me sidère à chaque fois que j'écoute des choses comme ça. Ouais. On passe outre. Ouais. Les adultes discutent entre eux et l'enfant, qui est vraiment le point principal, on ne considère pas sa situation. Ouais. On ne tient pas compte de lui. Et moi, je trouve que c'est très dangereux, dommage pour le gamin. Ouais. On ne parle pas de ses intérêts, jamais. Ouais. Et ça, c'est un point très important que j'ai noté auparavant, qu'il nous faut penser au bien-être des enfants. Et voici un autre exemple tout récent. Il y a une autre situation où la mère d'un homme homosexuel a agi comme mère porteuse et elle a accouché son petit enfant. Et je cite des exemples pour dire, ce n'est pas les cas ordinaires. Mais voici des situations qui peuvent arriver. Et pour moi, ce sont des situations d'abus de la technologie qui existent. Alors, voilà la réponse par rapport à des situations. Quant aux dons de gamètes, est-ce responsable qu'une femme seule accouche un enfant par le don de sperme s'il n'a pas de père connu? Pour moi, je pense que c'est
c'est comme la situation en Californie, c'est pas une façon responsable d'agir. Et il faut vraiment penser, pas seulement au fait que moi je veux avoir un enfant, mais